Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, les déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Et Aurore m'a dit, si un jour tu veux venir faire ta vie avec moi, il faut que tu saches une chose, c'est que personne ne sera heureux pour nous. Elle dit, les gens ne seront pas spontanément heureux pour toi. C'est pas comme quand tu te mets en couple avec un garçon. Ce sera jamais aussi spontanément heureux. Et c'est une donnée à avoir. C'est que ce sera pas simple. Si tu le fais, si on part faire notre vie toutes les deux, ça peut être long, ça peut être compliqué, ça va être un vrai bouleversement. Est-ce que tu es prête à le faire ? J'ai été très touchée par l'histoire de Marie-Clémence que j'ai découverte dans son livre « On ne choisit pas qui on aime » sorti il y a 4 mois chez Flammarion. Elle y raconte son histoire, celle d'une fille de bonne famille. Alors il faut comprendre que bonne famille, c'est bourgeoisie traditionnelle catholique telle qu'on peut se la représenter, et qui est la première surprise en tombant amoureuse d'une fille. Mois après mois, année après année, Marie-Clémence ne faiblit pas. Elle imposera sa femme, son couple, son enfant, quitte à se brouiller avec une partie de ses proches. Ce livre, pour moi, a été avant tout un voyage dans une classe sociale que je connais finalement assez peu et dont j'ai découvert certains représentants avec les images de la Manif pour tous en 2013. Ce livre, c'est aussi une histoire de pugnacité, de courage, car c'est le récit d'une lutte intense contre les préjugés, les peurs et les obstacles de la religion. On y parle donc évidemment aussi beaucoup d'amour et de pardon. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois, catholique, une fratrie de 4 enfants, des parents qui s'aiment, qui se sont rencontrés jeunes, se sont mariés vite, etc. Une bonne famille, comme on dit chez moi, comme s'il y avait des mauvaises familles, mais en tout cas c'est un mot que j'ai toujours entendu. Et j'avais totalement envie de reproduire ce schéma familial, dans lequel je me suis vraiment épanouie petite, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance heureuse, j'étais bien dans ce milieu, très portée par la foi aussi. On allait à l'église tous les dimanches, on faisait la prière ensemble tous les soirs. Et je voulais reproduire ce schéma-là. Je rêvais petite de rencontrer, je disais ça à mes parents, je rêvais de rencontrer un dentiste qui gagne bien sa vie, me marier, avoir 3 enfants, être institutrice et puis faire tout comme eux, finalement, en fait. Reproduire exactement tout ça. Mais voilà, les choses se sont pas passées forcément comme prévu dans les années qui ont suivi. Au démarrage, en tout cas, voilà, je faisais tout pour que cette vie rêvée se fasse. J'ai fréquenté des garçons à l'adolescence. Et puis au lycée, j'ai rencontré un garçon. On s'est mis en couple assez vite. Mes parents l'adoraient. Ils venaient d'un milieu social assez proche du mien. Nos parents s'aimaient beaucoup. Enfin voilà, il y avait tous les signes en tout cas pour que ce soit lui le bon. Et c'est ce que je voulais. On voulait tous les deux construire notre vie. Il était musicien, donc j'avais déjà l'impression de faire quelque chose de complètement fou en étant avec un futur DJ, alors qu'en réalité, je prenais quand même pas trop de risques. Donc j'étais en fait profondément heureuse. Et voilà, et je menais ma petite vie en étant persuadée que les choses étaient écrites et qu'en fait, si moi je voulais faire ma vie avec lui, je pourrais faire ma vie avec lui. Voilà, que ça serait lui le bon et qu'il y avait... En fait, il y avait même pas de plan B, il y avait que lui. Et puis en 2009, je dois chercher un stage à Paris parce que je termine mes études. Et je trouve un stage dans une boîte qui s'occupe du public des émissions de télévision à l'époque. Et donc, je connais pas du tout ce milieu-là, etc. Et en fait, mon 2e jour de stage, on me dit, voilà, demain, tu dois aller sur une émission de télévision pour t'occuper du public. Ça s'appelle l'édition spéciale, donc à l'époque sur Canal. Donc moi, j'étais là, waouh, ok. Bon, j'étais la petite timide, réservée... tellement bourgeoise dans mes attitudes, etc. J'étais complètement perdue dans ce milieu. Et on me dit, tu verras, demain, tu as rendez-vous avec une fille de la boîte qui va te former, elle s'appelle Aurore, tu verras, c'est une blonde. Donc le lendemain, je me rends à Boulogne en métro. Et un peu terrifiée de ce premier jour, un peu terrifiée de ne pas savoir avec quelle personne j'ai rendez-vous. Et dans le métro, je m'en souviens exactement de cette image. Je vois une fille, le métro bondé, je vois une fille assise un peu plus loin avec une grosse doudoune, un casque sur les oreilles, blond peroxydé, les cheveux très courts. Et je sais pas, l'instinct m'a dit, c'est avec elle que tu as rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai su tout de suite que c'était avec elle, que j'avais rendez-vous ce matin-là. Et effectivement, c'était le cas. La première fois qu'on s'est vu avec Aurore, il n'y a pas eu de coup de foudre, il n'y a rien eu de spécial. On a fait notre journée toutes les deux. Elle se souvient juste qu'elle s'est dit, oh là là, encore une gamine à former, voilà, parce qu'on avait quand même 8 ans d'écart. Et elle n'a rien vu de plus en moi qu'une jeune stagiaire.
Et puis les semaines ont passé, le stage se passait très bien, je commençais à me faire des amis, on formait un groupe avec les collègues où on se voyait tous les jours, tous les soirs, etc. Et puis à côté, j'avais ma vie avec mes amis et mon copain. Et en fait, tous les moments que je passais avec Aurore étaient juste géniaux. En fait, Aurore, elle a aucun filtre. C'est-à-dire qu'aussi bien dans le meilleur que dans le pire, c'est quelqu'un d'extrêmement direct et j'étais pas du tout habituée à être avec quelqu'un d'aussi différent de moi, qui au contraire, moi j'étais pleine de filtres et elle était voilà, elle était directe, elle était cash et j'aimais ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement drôle qui observe et cerne très bien les gens. Et en fait, je savais qu'elle était homosexuelle. Enfin, il y avait une évidence, on va dire, même s'il faut pas se fier aux apparences, une évidence dans son style, etc. Elle s'en cachait pas qu'elle aimait les femmes. Et en fait, on n'avait absolument rien en commun. C'est-à-dire qu'elle, elle vient d'un milieu social absolument opposé au mien. Elle n'a pas été élevée par ses parents, elle a été élevée par ses grands-parents. Sa mère est partie, et puis sa mère est revenue. Et puis, enfin, on n'a rien à voir. Rien à voir. Elle n'a pas du tout été élevée dans la religion catholique, rien du tout. Mais je sais pas, en fait, c'est-à-dire que chaque moment passé avec elle était juste génial. C'est-à-dire que d'un coup, au lieu de me projeter sans arrêt dans l'avenir, je vivais un instant présent qui était absolument divin avec elle. C'est-à-dire que chaque seconde, dans l'instant présent, était géniale. Et petit à petit, vraiment, je sentais que cette fille était importante pour moi, mais je n'y voyais encore que de l'amitié. Et je sentais petit à petit que ses regards à elle changeaient sur moi. Je sentais que peut-être que je pouvais lui plaire. Et c'était la première fois que j'avais l'impression de plaire même à quelqu'un d'autre, tout simplement, parce que ça faisait déjà très longtemps que j'étais avec ce garçon et que j'étais pas du tout dans la séduction avec qui que ce soit. Et en fait, je pense que je m'en suis amusée. Au départ, je me suis dit, waouh, alors là, c'est l'image caricaturale de la petite bourgeoise catho, mais je me suis dit, oh, je plais à une femme, j'avais envie un peu de jouer, voilà. Et en fait, je me souviens très bien qu'un matin, je me suis habillée un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai eu envie, moi qui avais un style très adolescent encore, j'avais 21 ans, j'ai eu envie d'un coup de mettre une robe, des talons, de me maquiller plus, etc. Et en fait, tout simplement d'être dans la séduction. Et c'était pas pour les autres que je le faisais, c'était même pas pour moi, j'avais juste envie de lui plaire à elle. J'avais envie de sentir que quand je rentrais dans la pièce, elle allait me regarder. Et je voyais que ses regards devenaient de plus en plus clairs, que vraiment, enfin, on s'écrivait sans arrêt, les choses n'étaient pas dites, mais il y avait quelque chose. Et j'en ai joué pendant quelques semaines. Et en fait, je me souviens très bien déjà d'un soir, on était dans un bar avec tous les collègues, voilà, on faisait la fête, on avait tous un peu bu, voilà. Et puis un jeu s'est installé où en fait Aurore et un autre collègue devaient passer et embrasser chacun, toutes les personnes de la table, un par un sur la bouche. Et je me suis dit, oh là là là, mon cœur battait à 1000 à l'heure parce que vraiment, ça fait, je veux dire, à part 3 garçons, j'avais embrassé personne dans ma vie. Et je me suis dit, mon Dieu, elle va passer devant moi, elle va m'embrasser et ça va être fou, quoi. Parce que là, je me disais, je sens que je lui plais, quoi, il y a quelque chose. Et elle embrasse tout le monde, elle passe devant moi, elle me regarde, elle saute mon tour. C'est-à-dire qu'elle passe à la personne d'après. Et ça a été hyper humiliant, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh. Je m'en voulais ce jour-là, je me suis dit, mais t'étais vraiment la petite bourgeoise frustrée qui se fait des fantasmes alors qu'en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Et je comprenais pas, et en plus, j'étais vexée, j'étais humiliée parce que je me disais, mais est-ce que je suis si peu attirante, en fait, pour que même juste pour un jeu, elle préfère embrasser quelqu'un d'autre que moi, quoi. Et donc, cette soirée reste une soirée un peu humiliante pour moi. Je me sens pas bien du tout dans les jours qui suivent, et en même temps, je sens clairement qu'il y a des regards. Il y a quelque chose, à un moment, je me dis, mais je suis pas non plus totalement naïve, il y a quelque chose. Et en fait, les semaines passent, et puis un soir, on a l'anniversaire de notre meilleure amie avec Aurore, parce qu'avec Aurore, on commence déjà à fonctionner absolument à deux dans la vie quotidienne, on est tout le temps ensemble. Et en fait, avec un garçon au travail, on forme vraiment un trio. On est les 3 super copains. Et en fait, c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans de ce garçon, donc Silver. Et pendant cette soirée, tout le monde s'amuse, etc. Enfin voilà, c'est la fête. Et puis à un moment, je vois Aurore s'éloigner et s'enfermer dans la chambre de Silver. Je me dis, mince, voilà, il y a quelque chose qui va pas, je vais aller la voir. Et je rentre dans la pièce, elle est dans le noir, elle est toute seule. Et en fait, elle vient me voir et elle essaie de m'embrasser. Et là, alors que j'aurais pu tout simplement sauter sur l'occasion parce que moi-même, j'en avais envie, je l'ai repoussée. Je l'ai repoussée et je lui dis, oulala, non, on s'est mal compris, y a rien, je suis pas du tout la personne qu'il te faut, tu te trompes, voilà, passe à autre chose. Et je m'en vais de cette soirée. Dans les heures qui suivent, je m'en veux terriblement. Je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que j'ai cette attitude. Il s'avère que je prends un train pour aller chez mes parents et je prie le bon Dieu pour qu'elle me donne des nouvelles, en fait. Et on s'écrivait absolument tout le temps et elle me donne pas de nouvelles. Au bout d'un moment, je lui fais un message et je lui dis écris-moi, s'il te plaît. Voilà, dis-moi quelque chose. Et elle me répond juste je supporte pas de te savoir loin de moi.
Et je me dis, ok, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui existe. Les mots commencent à être posés. Mais en fait, dans ma tête, j'arrive toujours pas à me dire que je veux être avec elle. Mais je sais que j'ai envie de l'embrasser moi aussi. Je rentre à Paris quelques jours après et j'essaie de la contacter. Et elle disparaît de la circulation. C'est-à-dire que d'un coup, elle ferme son profil Facebook. Alors, il y avait encore moins de réseaux sociaux à l'époque, mais en tout cas, voilà, il y avait Facebook. Elle est introuvable. Le téléphone, elle ne répond pas. J'appelle tous les gens, tout le monde me dit, je sais pas, j'ai pas vu Aurore. Alors, on découvrira par la suite qu'en fait, Aurore, c'est exactement ce qu'elle veut et c'est exactement comment obtenir les choses. Et effectivement, c'était la meilleure stratégie à avoir. C'est à un moment, si tu veux me voir, il faut aussi que tu viennes vraiment à moi. Voilà. Et c'est le coup de la carotte, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que d'un coup, il fallait que je la voie absolument. Et j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais qu'elle m'embrasse. Une fois. C'est-à-dire que j'étais encore dans un truc absolument enfantin. Je voulais qu'on s'embrasse une fois. Au bout de 2 jours, elle répond à un message. Et donc, il est, je sais pas, il est peut-être minuit ou 1h du matin. Et elle me dit qu'en gros, elle sort d'un plateau télé tard et qu'elle est à Gare du Nord. Elle attend son train et elle va boire un verre dans un pub. Alors moi, il est 1h du matin, je m'habille comme jamais, je me maquille, etc. Et je fonce la retrouver à l'autre bout de Paris. Et j'arrive dans ce pub et elle me dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Et je lui dis, je veux que tu m'embrasses. C'est bon, je suis d'accord. Elle fait, pardon? Je fais, oui, je veux que tu m'embrasses une fois. Je dis, je veux juste une fois et après c'est bon. Elle fait, non mais tu plaisantes. Elle me dit, mais si tu m'embrasses une fois, tu m'embrasseras toujours. C'est pas, il s'agit pas d'une fois, ça se passe pas comme ça, quoi. Elle m'appelait baby girl à l'époque parce que vraiment, en fait, on a 8 ans d'écart, j'étais une gamine pour elle, quoi. Et d'avoir des attitudes comme ça encore aujourd'hui, je me dis, mais oui, j'étais effectivement une gamine. À l'époque, je me sentais très adulte parce que j'avais une vie de couple installée depuis longtemps, etc. Et que mes copines étaient encore célibataires. Et moi, j'étais persuadée que je connaissais tout à l'amour juste parce que j'arrivais à tenir une relation depuis 5 ans. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais oui, j'étais vraiment une gamine. Et elle allait avoir 30 ans, Aurore. C'est-à-dire que vraiment, il se passe des choses pendant cette dizaine d'années entre 20 et 30 ans. Et Aurore me dit, non, on va pas s'embrasser, je vais pas t'embrasser, je t'embrasse pas une fois, ça se passe pas comme ça. Et en fait, ça me retournait complètement. C'est-à-dire que je savais absolument plus quoi faire. Et en fait, notre relation a quand même repris. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les jours qui ont suivi, naturellement, on est revenus l'une à l'autre. Et on repassait du temps ensemble. C'est-à-dire que les gens commençaient même à dire Marie-Clémence et Aurore. C'est-à-dire qu'on était devenus comme un couple, en fait. Et on passait nos journées ensemble, nos soirées ensemble. Et elle dormait même chez moi quasiment tous les soirs. Parce qu'elle habitait en dehors de Paris. Et on sortait le soir, elle dormait à la maison, on dormait côte à côte. Le lendemain, on pouvait passer notre journée toutes les deux sous la couette à discuter, etc., à regarder des séries. On ne se touchait pas, il n'y avait absolument rien de sexuel entre nous, mais on était tout le temps ensemble. Et ça devenait insupportable d'être séparés, c'est-à-dire qu'on trouvait le moindre prétexte pour être toutes les deux. Et de l'autre côté, je continuais de mener ma vie normale, si je veux dire, en tout cas ma vie publique avec ce garçon, avec qui j'étais toujours bien. Aurore, elle savait que j'avais un copain, que je l'aimais, etc., que ça se passait bien, que je comptais faire ma vie avec lui. Et je le voyais, lui, 2-3 fois par semaine. Voilà, on passait nos week-ends de famille ensemble. Il venait chez mes parents, j'allais chez les siens, chez les grands-parents, etc. Et j'étais persuadée que cette situation pouvait totalement fonctionner encore longtemps. Et en même temps, je voulais qu'Aurore m'embrasse. C'est-à-dire que j'avais un truc, c'était devenu une obsession, je voulais qu'on s'embrasse. Et je lui demandais toujours, je disais, embrasse-moi. Et elle me disait non. Et j'en pouvais plus, et ça m'énervait. Et elle me disait, mais le jour où on va s'embrasser, ce sera pas comme ça. Elle dit, le jour où on va s'embrasser, on s'en souviendra. Les choses se font pas à moitié. Et en fait, à chaque fois, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle me frustrait autant, alors qu'en réalité, elle faisait que poser des bases hyper importantes à notre relation. C'est-à-dire que ça a pas démarré, ça a pas fait pchit, en fait. C'est que vraiment, c'est solide aujourd'hui, aussi parce que chaque petit détail comme ça a existé. Et en fait, les mois ont passé. Un jour, on s'est embrassés. C'est-à-dire que je saurais pas dire si c'était pas un moment exceptionnel dans un restaurant, j'en sais rien, sorti d'un bar, voilà. Juste, on était toutes les deux et elle était là, elle m'a regardée, elle m'a embrassée. Et en fait, ça allait pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on s'embrassait, on vivait quasiment ensemble. Personne dans notre entourage était au courant. C'est-à-dire que mes meilleures copines ne le savaient pas. Vraiment, personne ne le savait. Des amis d'Aurore dans le sud-ouest étaient au courant, mais je les connaissais pas, et personne ne devait le savoir. Et en fait, je me disais absolument pas que j'étais infidèle à ce moment-là. Peut-être parce que c'était une femme, si j'avais embrassé un autre homme, peut-être que j'aurais beaucoup plus cette sensation de tromper, mais là, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, mais je sais pas, c'est intime, ça ne regarde personne. Et j'en parlais à personne. Et un jour, une de mes copines m'a un peu grillée, c'est-à-dire qu'elle me connaît si bien que juste elle a compris qu'il y avait quelque chose dans ma vie de différent.
Je lui ai un petit peu avoué les choses à demi-mot, mais j'osais pas trop. Et en fait, ce qui me faisait peur dans le fait de le dire aux autres, c'est simplement que je me disais, si un jour je pose des mots dessus, ce qui va s'imposer, ça va être simplement de prendre une décision après, forcément. Et quand elle m'en parlait, elle me disait, alors, avec Aurore, ça se passe comment ? Et avec ton copain, ça se passe comment ? Etc. Et en fait, je voulais pas en parler avec elle, parce que si j'en parlais, tout simplement, je réalisais que la situation était absolument dangereuse, absurde, et que je pouvais faire souffrir tout le monde, en fait. Mais je continuais de mener clairement une double vie. Ma semaine était partagée en deux et ça me posait aucun problème. Parfois, il y a des questions qui venaient à moi parce que je me souviens très bien d'une fois, on est sortis avec Aurore et des amis à elle. Et en fait, j'ai trouvé Aurore très proche d'une de ses copines ce soir-là et ça m'a gênée. Et je l'ai dit à Aurore. Et Aurore m'a dit ce soir-là, elle me dit, mais attends, juste qu'on se remette les choses. Elle me dit, tu es en couple, c'est ça ? Oui. Donc je suis célibataire. Oui. Voilà, ça s'arrête là. Donc évidemment, il se passait rien avec cette copine, mais juste, elle m'envoyait aussi un message clair, c'est-à-dire que je pouvais pas, moi, continuer de mener cette double vie comme une reine, voilà, sans prendre en compte le fait qu'elle aussi, elle existait. Mais à côté de ça, elle me demandait jamais ni de quitter ce garçon, ni quoi que ce soit. On n'en parlait pas, en fait. Et pareil, c'était quelque chose de très important parce que le fait de faire ça, ça a fait que le jour où j'ai pris la décision de sauter le pas, c'est venu à 100% de moi. Je ne l'ai pas fait pour elle. En tout cas, je ne l'ai pas fait pour lui faire plaisir. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses dans notre avenir à toutes les deux. Et puis un jour, en fait, donc Silver, qui était notre super copain de l'époque, même lui était pas au courant, c'est-à-dire qu'on s'en cachait, souvent il nous taquinait, il sentait les choses, je pense que c'était assez évident, à un moment, juste on transpirait l'amour, on était tout le temps, toutes les deux, c'était juste évident. Donc il nous posait tout le temps la question, on voulait pas lui dire. Toujours dans cette idée de pas verbaliser les choses, je pense. Et puis on avait peur que, voilà, une fois qu'on le dit à une personne, puis ça peut aller vite, et on avait peur, voilà, que mon copain l'apprenne, etc. Et en fait, Silver était bipolaire, il était malheureux, et en fait, un jour, il s'est suicidé. On a appris qu'il s'était suicidé. Ça a été un choc immense pour moi, c'est-à-dire qu'encore une fois, j'avais 21 ans, j'étais une gamine, et j'étais persuadée que la vie n'était faite que d'un beau prince charmant, et puis sans aucun obstacle. Et d'un coup, je me rends compte qu'à 20 ans, oui, la vie, elle peut être courte et qu'en fait, on peut mourir très tôt. Silver avait à peine 30 ans. Et oui, on peut mourir très jeune. La vie peut s'arrêter là, brusquement. Et en fait, à l'époque, Silver était en couple avec un garçon qui, lui, n'avait jamais dit à son entourage qu'il était gay. Et en fait, je me suis dit, le pauvre, c'est-à-dire qu'il vient de perdre son copain. Alors, ils n'étaient pas ensemble depuis des années, mais il vient de perdre son copain. Il peut en parler à personne. Il est seul. Parce qu'il ne peut pas dire aux gens, en fait, j'étais en couple avec un garçon et il vient de mourir. Ça a été un électrochoc pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée, je me suis dit, waouh, là, en fait, si moi, je prends pas les bonnes décisions, si demain, il m'arrive quelque chose, parce que j'ai 20 ans, et qu'en vrai, tout peut s'arrêter demain, un accident, j'en sais rien, tout le monde pensera que c'était avec ce garçon que j'étais bien et que c'était lui que j'aimais. Et je veux pas de ça. J'ai envie de vérité, en fait. Et le seul moyen que les choses se passent, c'est qu'à un moment, aussi, les décisions viennent de moi. C'est-à-dire que là, je me laisse porter, voilà, les choses arrivent, tout va bien, je suis avec Aurore, je suis avec ce garçon, voilà, tout roule. Mais en fait, ça peut m'exploser au visage si à un moment, moi, je prends pas la décision de mener ma vie comme d'être avec la personne que j'aime, en fait. Et c'est le choix que j'ai fait ce jour-là, c'est que je me suis levée, j'ai appelé mon copain et on s'est séparés. Alors d'un commun accord, hein, c'est-à-dire que je suis loin de lui avoir brisé le cœur. Je lui ai pas dit ce jour-là que j'avais rencontré... il connaissait l'existence d'Aurore parce que je parlais tout le temps d'elle comme une collègue. Mais je l'ai pas mentionné elle parce que je pense que de toute manière, cette relation devait s'arrêter et qu'en fait, je faisais tout ça pour moi. Juste un moment pour moi me libérer et avancer et grandir. Et voilà, et je suis arrivée, je suis allée voir Aurore, je lui ai dit, ça y est, j'ai sauté le pas. Et en fait, ça faisait des mois qu'on vivait cachés toutes les deux, ça faisait des mois que je menais cette double vie. Et là, d'une seconde à l'autre, ça a basculé, quoi. Et en fait, ce qui a été aussi un autre déclic, c'est que quelques jours avant, on discutait avec Aurore, on parlait jamais de notre relation, et là, pour la première fois, on l'abordait comme quelque chose pouvant exister pleinement. Et Aurore m'a dit, si un jour tu veux venir faire ta vie avec moi, il faut que tu saches une chose, c'est que personne ne sera heureux pour nous. Elle dit, les gens ne seront pas spontanément heureux pour toi. C'est pas comme quand tu te mets en couple avec un garçon. Ce sera jamais aussi spontanément heureux. Et c'est une donnée à avoir. C'est que ce sera pas simple. Si tu le fais, si on part faire notre vie toutes les deux, ça peut être long, ça peut être compliqué, ça va être un vrai bouleversement. Est-ce que tu es prête à le faire ?
Et en fait, oui, un jour, j'ai sauté le pas et je l'ai fait. J'ai pris cette décision, j'ai fait un immense saut dans le vide sans savoir où est-ce que tout ça allait me mener, en sachant que j'allais embarquer bien plus que ma propre petite vie, j'allais embarquer ma famille, mes amis, ma vie sociale, ma vie professionnelle, et que ça allait être long. En fait, je pense que c'est ma nature aussi. C'est-à-dire, quand j'avais rencontré ce garçon, déjà, j'avais annoncé ça à tout le monde. Et puis, quand on est très amoureux, en tout cas, moi, c'est mon cas, quand je suis très amoureuse, j'ai envie de le dire à tout le monde, et j'ai envie que tout le monde le sache, et j'ai envie que tout le monde aime cette personne comme moi je l'aime, en fait. Et à aucun moment, je me dis, ok, on peut faire notre vie toutes les deux, et puis personne ne le saura, ou je le dirai au fur et à mesure quand on me posera la question. Non, tout de suite, je me suis dit, je vais l'annoncer, j'ai envie de crier au monde que c'est elle que j'aime, quoi. En fait, il n'y avait pas de demi-mesure. C'est-à-dire que je suis vraiment passée du secret à une sorte de vérité que j'ai éclatée au visage de tout le monde. Et voilà, et donc très vite, dès le lendemain, on a commencé à appeler nos amis, on les a vus, quand on allait boire des verres avec des copains, des collègues, on leur disait, bon bah voilà, Aurore et moi, on est ensemble. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, 90% des gens étaient absolument pas surpris. Ils attendaient juste qu'un jour, on verbalise les choses, parce que c'était encore une fois une évidence pour beaucoup. Mes copines de lycée, etc., qui elles connaissaient pas Aurore, ça les a juste fait beaucoup rire, je pense, parce qu'à l'époque elles se sont dit oulala, mais qu'est-ce qu'elle nous fait la Marie-Clémence, la petite. Quand on faisait nos paris adolescentes, on disait toujours que je serais la première mariée avec 4 enfants, etc. Et en fait, là, ma vie prenait clairement un autre tournant. Donc ça les faisait juste rire, elles savaient pas du tout si cette histoire allait durer ou pas, et elles étaient juste curieuses et amusées. Moi, j'avais envie d'afficher tout de suite notre histoire à tout le monde, et en fait, très vite, je me suis dit, je vais l'annoncer à ma famille. Il faut que je leur dise, parce que je suis très proche d'eux. En tout cas, je pense que j'avais encore plus à l'époque ce besoin d'avoir leur accord, finalement. De ne pas avoir l'impression de faire quelque chose de caché ou de mal. Et en fait, chez moi, donc l'homosexualité, c'est un sujet qu'on n'abordait juste pas. Voilà. En fait, même la sexualité, de manière générale, est un sujet qu'on n'aborde pas dans ma famille, et j'allais dire dans nos familles, les bonnes familles catholiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de tabou, mais on ne pose pas la question, c'est tout. On ne parle pas de ça. Et l'homosexualité, forcément, encore moins. Moi, la seule image que j'avais de l'homosexualité, c'était la Gay Pride, une fois par an à la télé. Je me souviens très bien, aux infos, le soir, le dimanche soir, on regardait, on se disait, mais c'est quoi ça? Et puis, mes parents étaient hyper mal à l'aise, parce qu'évidemment, quand on voyait des mecs déguisés en bonne sœur en train de se rouler des pelles sur un char, ça faisait pas plaisir à la bonne famille catho qu'on était. Donc moi je me disais juste, les homosexuels sont des gens qui ont l'air sympas, mais qui ont l'air d'être dans la provocation, forcément dans une sorte d'extrême. Il y a du militantisme là-dedans, en tout cas il y a quelque chose de gênant, voilà. Et puis sinon, l'homosexualité, c'était une cousine de mon père que je savais en couple avec une femme, mais les choses n'étaient pas dites, c'est-à-dire que c'était une autre génération. Ça faisait 40 ans qu'elles étaient ensemble, qu'elles vivaient ensemble, et on en parlait comme des colocs, en fait. Et les mots n'étaient pas posés. Alors moi j'avais compris qu'elles étaient ensemble, mais on ne disait pas les choses. Et c'était tout. C'est-à-dire que j'avais juste pas d'informations sur l'homosexualité, donc j'en pensais ni du bien ni du mal. Et surtout, à ce moment-là, moi, je me considère pas comme homosexuelle. Je ne m'interroge pas sur ma sexualité. C'est-à-dire que beaucoup de mes amis me disaient, les premières questions, c'était « Ah ouais, donc t'es lesbienne? Mais t'es bi? Je dis « non, j'en sais rien, en fait. Je suis amoureuse d'Aurore. » Alors, il s'avère que c'est une femme, mais pour moi, c'est un détail. C'est un détail de sa personnalité et de ce qu'elle est. Mais c'est pas du tout une orientation sexuelle vers laquelle je vais aller maintenant, en fait. Et j'arrivais pas à répondre aux questions des gens. Donc j'avais pas l'impression d'avoir besoin de faire un coming out, en fait. Parce que je révélais rien, juste je présentais la personne que j'aime, voilà. Et c'est en ça que je me reconnaissais pas du tout, même à l'époque, dans l'image de l'homosexualité que j'avais dans les séries, dans les films, sur Internet, etc., dans les stars qu'on pouvait connaître. Je trouvais personne qui me ressemblait, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il avait fait soit être homosexuel, donc en gros l'image caricaturale de la Josie, une femme masculine qui déteste les hommes, etc., ou alors être hétérosexuel, la femme ultra féminine à la peau douce, quoi. Je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres nuances, et du coup je savais pas du tout où me positionner, et en même temps j'avais pas envie de savoir dans quelle case je devais aller. Mais j'avais quand même ce besoin très vite de me dire, il faut que je l'annonce à mes parents, il faut qu'ils sachent. Et ça a mis peut-être 2-3 mois à peine, après l'officialisation de notre relation. Et je me suis dit, il faut que je leur dise, tout simplement parce que j'avais envie, ça me démangeait de parler d'Aurore, en fait. J'avais pas envie de dire, j'ai fait ci ou j'ai fait ça ce week-end, j'avais envie de dire, de parler de nous, en fait. Et un soir, le sujet de l'homosexualité était abordé à table, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il devait y avoir un fait divers ou j'en sais rien. Et on en parlait comme ça en famille avec mes frères et sœurs et mes parents. Et j'étais très mal à l'aise et j'avais envie de le dire. Le dîner est passé et puis j'étais dehors avec mon père qui était en train de fumer et
Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il est venu me voir, il me dit voilà, ça va? Je dis non, je me sens pas bien là. Il me dit c'est les sujets qu'on aborde là ce soir qui te mettent mal à l'aise. J'étais oui, alors dans ma tête, c'était vraiment le moment où on compte jusqu'à 10, on se dit allez à 10, tu le dis, à 4, tu le dis, oh là 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 là. Et j'arrivais pas à sortir les mots, je savais pas comment verbaliser ça en fait. Parce que j'avais pas envie de dire je suis homosexuelle, puisque c'était pas ça ma vérité. Et à un moment, je lui ai juste dit voilà, je vous parle beaucoup d'Aurore, parce qu'effectivement, je pense que je pouvais pas m'en empêcher, je parlais en fait tout le temps d'elle, comme une collègue et amie, mais je parlais tout le temps d'elle. Je lui ai dit voilà, Aurore, c'est plus qu'une collègue, c'est plus qu'une amie. En fait, on est en couple, je suis amoureuse d'elle. Et mon père m'a dit, écoute, il me dit, on n'est pas surpris. Il me dit, la manière dont tu parlais d'elle, là, ces derniers mois, était tellement intense qu'à un moment, on s'est interrogé avec ta mère sur la nature de votre relation. Il m'a dit, tu sais, il y a ce qu'on veut pour son enfant. Il y a ce qu'on projette en lui, ce qu'on aimerait qu'il soit. On met toute notre énergie à donner une éducation pour qu'il devienne quelque chose, quelqu'un. Et puis, il y a ce que notre enfant est vraiment. Il m'a dit, c'est pas parce que tu n'es pas celle qu'on avait voulu que tu sois qu'on va moins t'aimer. En fait, notre amour en tant que parent, il est inconditionnel, vraiment au sens propre du terme. Il n'y a pas de condition. On t'aime de la même manière, même si tu es avec une femme. Et en fait, son discours, il était très honnête. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il me dit « Waouh, je suis ravie pour toi, je suis hyper heureux, t'es en couple avec une femme, c'est génial. » Il ne va pas se cacher non plus de son inquiétude. Mais il me rassure de son amour à l'instant T. Et c'est de ça dont j'avais besoin, en fait. Simplement savoir que, qui que je sois, j'allais être aimée par mes parents et ma famille. Donc mon père ce soir-là, ça va. Je sens que voilà, il y a un poids immense qui tombe enfin. Je suis heureuse de lui avoir dit. Après, je sens qu'il est plein d'inquiétude parce qu'il me dit tu te rends compte par contre de l'importance de cette décision, de ce choix de vie. Alors là, c'est la première fois que j'entends le mot choix de vie et qui me gêne tout de suite, le fait qu'on me dise que c'est un choix. Il me dit, te rends compte que tu vas devoir dire adieu à ta vie de mère de famille, le fait de pouvoir épouser quelqu'un, etc. Alors à l'époque, on parlait pas encore de PMA, on parlait pas de mariage pour tous, mais dans ma tête, il était déjà hors de question de dire adieu à tout ça, en fait. Mais je me suis dit, bon, on va faire les choses étape par étape. Oui, oui, papa, d'accord. Et en fait, ce soir-là, dans la nuit, je me retourne et je vois que ma mère, en fait, écoute la conversation dans un coin. Et en fait, là, je vois sur son regard qu'elle n'a pas du tout la même réaction. En fait, elle est en larmes et elle va pas bien du tout. Et elle est vraiment en état de choc. Pareil, avec mon père, il s'était interrogé à un moment, mais de là à l'entendre, je pense qu'il y a quelque chose. Et elle vit très très mal cette annonce. Elle le vit très mal même dans les semaines et les mois qui suivent. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle me dit, je suis ta mère. C'est moi qui t'ai faite, je te connais. Tu n'es pas homosexuelle. Et elle ne comprend pas le fait que j'ai pu aimer des hommes et un jour aimer une femme. Elle ne comprend pas que je puisse ressentir de l'attirance pour cette femme. Et vraiment, pour elle, elle me parle vraiment de choix. Elle pense que c'est une question de volonté. C'est-à-dire que si je ne veux pas aimer Aurore, je peux ne pas aimer Aurore. Je dis, mais je ne choisis pas, en fait. Je n'arrive pas à vivre sans elle. C'est pas une décision que j'ai prise, quoi. Et elle voit aussi le regard des gens. Elle voit une décision totalement assumée de vouloir me marginaliser toute ma vie. Et elle ne comprend pas. Et je pense qu'elle est inquiète. Elle est inquiète du regard de sa famille, ses parents sont extrêmement catholiques, pratiquants, voire intégristes. Et elle se dit, mais tout le monde va nous tomber dessus. C'est-à-dire que là, c'est une catastrophe, ce qui se passe. Et elle me dit, tu peux pas comprendre. Tu n'es pas mère, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Et ça m'énerve parce qu'évidemment, c'est un argument contre lequel je ne peux rien faire. Oui, non, je suis pas maman, je peux pas comprendre ce que tu ressens. Mais à chaque fois, je lui dis, en fait, mes discours sur l'amour, sur le fait que juste on tombe amoureux d'un être et pas d'un sexe, elle ne le comprend pas. Avec le recul, je pense aussi que quand une femme dans nos familles annonce qu'elle est avec un garçon, qu'ils vont se marier, etc., on pense pas à sa vie sexuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme si, hop, puis ils ont des enfants un jour, c'est merveilleux, ma fille a eu un enfant, comme si tout ça venait du Saint-Esprit, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont bien au courant de comment ça se passe, mais on ne se projette pas dans la vie sexuelle de son enfant. C'est pas quelque chose qu'on a envie de savoir et on l'ignore. Quand notre enfant annonce qu'il est homosexuel, tout de suite, on imagine. Et moi, je sais que c'est ça qui se passe dans sa tête. Elle me dit, mais je sais qu'elle se dit, mais c'est-à-dire qu'elle embrasse une femme, c'est-à-dire qu'elle a des rapports avec une femme, ça veut dire qu'il y a une attirance physique. Et je pense que l'homophobie, en tout cas dans certaines familles comme la mienne, elle vient aussi de ça. C'est-à-dire que c'est en fait l'homosexualité est sexualisée. Et c'est justement aussi ce que je vois au quotidien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en l'annonçant à des copains, et je sais que tout ça est fait sans malveillance, quasiment 9 fois sur 10, on m'interroge sur ma sexualité avec Aurore. Et ça me surprend vachement parce que je me dis, mais ça fait 5 ans que je suis avec un garçon, vous m'avez jamais posé la question.
Jamais vous m'avez dit alors comment ça se passe, alors qu'est-ce que tu ressens, etc. En fait, ça me gêne pas. Donc au départ, je réponds par politesse, j'explique. Puis à un moment, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis là à justifier ma vie sexuelle alors qu'on n'a jamais posé la question aux autres, qu'on pose pas la question aux filles qui sortent avec des mecs? Et pourquoi est-ce que moi je dois me justifier de ça? Et en fait, je comprends vraiment qu'il s'agit de ça en fait. L'homosexualité, il y a vraiment la notion de sexualité dedans. Et c'est ça qui perturbe beaucoup ma mère en fait. C'est-à-dire que d'un coup, elle me voit comme une femme à part entière qui peut ressentir du désir. Et c'est ça qui est compliqué. Donc dans les semaines et les mois qui suivent, notre relation, elle est extrêmement compliquée parce qu'elle souffre beaucoup et je sens que je la fais énormément souffrir. Et en fait, quelque chose vraiment né en moi, c'est la culpabilité. En fait, je me dis, je suis en train de rendre ma mère malheureuse. Et on n'aime pas voir ses parents malheureux, on n'aime pas voir sa mère pleurer. Mais je me dis que ce qu'elle veut, je peux pas lui donner. Je lui dis, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse, mais ça, j'y arriverai pas. Je peux pas quitter Aurore. Je l'aime, en fait. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, eux, réagissent avec beaucoup de bienveillance. On est tous assez proches en termes d'âge, donc c'est pas un sujet qui est tabou. Ils apprennent que je suis avec Aurore. Bon, ok, on va rencontrer Aurore. Ok, cool. En tout cas, ils se posent peut-être des questions, ce qui est normal, mais ils me les posent pas. Par contre, avec mes parents, vraiment, c'est compliqué. Mon père, lui, passe son temps à me rassurer de son amour, mais je sens aussi qu'il est complètement paniqué à l'intérieur. Et voilà. Et donc, au départ, je continue d'aller chez mes parents seuls, sans Aurore. J'ose pas demander, alors que jusqu'à il y a encore quelques mois, je venais avec mon copain régulièrement, que mes sœurs viennent avec leurs copains de l'époque sans être plus engagées. Et je sens que c'est une étape qui peut être vraiment compliquée, c'est-à-dire qu'ils ont pas envie de la rencontrer. Et à un moment, je me dis, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire, je sens que je leur demande une fois, je peux venir avec Aurore? Je sens que c'est compliqué, tu sais, non, on n'est pas prêt, machin. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, je leur dis « Ok, je viendrai plus si je ne viens pas avec Aurore. » C'est-à-dire que ils me disent « Non, mais il n'y a pas de souci sur le fait que tu sois avec une femme, on l'accepte, etc. Mais par contre, j'ai pas le droit d'exister à part entière avec elle. » Je leur dis « Mais moi, en fait, je suis une personne entière. Aurore fait partie de ma vie et de moi. Je n'existe pas à moitié pour vous, puis à moitié pour les autres. Donc si je viens avec elle. » Donc en gros, je fais à ce moment-là, ce que je déteste faire, c'est une forme de chantage, en fait, tout simplement. Je leur dis « Voilà, si vous voulez me voir, voilà comment ça se passe. » Et eux sont hyper blessés par cette attitude, ce qui est normal parce que c'est dur et puis qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça dans ma famille. Mais bon, ils lâchent vite l'affaire finalement. Ce qui se passe, je sais plus, quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, je repose la question, je peux venir avec Aurore? Mon père me dit, bon, je vais consulter ta mère. J'ai vraiment l'impression de passer la douane, quoi. Et là, c'est bon, ok, ta mère est d'accord, on va recevoir Aurore ce week-end. Alors, le stress est à son comble des deux côtés, c'est-à-dire que Aurore, elle est terrifiée parce que ça fait des mois qu'elle m'entend pleurer au téléphone avec ma mère tous les jours et qu'elle s'imagine une femme bourgeoise, catholique, hyper stricte, insensible, etc. Et puis ma mère a une image d'Aurore qui est hyper caricaturale. Ma mère, elle arrête pas de me répéter, mais Aurore, elle a 8 ans de plus que toi. Est-ce que c'est pas juste une grande sœur, ce que tu ressens? Est-ce que c'est pas une amitié très forte? Je dis non, c'est pas de l'amitié, je t'assure, je réussis à identifier mes sentiments, ça n'est pas de l'amitié. Et je sais qu'elle a une image, je leur parle un peu de l'histoire d'Aurore qui est différente de la mienne, et je pense qu'elle a l'image de Josiane Balasco dans Gazon Maudit, quoi. Enfin, vraiment, elle s'imagine une bonne femme camionneuse qui vient enlever sa fille et l'embrigader, quoi. Et moi, je suis sûre qu'elles peuvent bien s'entendre. Et ce jour-là, donc, il y a la rencontre. Et avec mon père, ça se passe très bien, tout de suite. Et je vois ma mère et Aurore, leur regard qui se croisent. Et en fait, c'est fou, c'est des instants comme ça dont on se souvient absolument parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vitre qui s'éclate, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, l'image caricaturale qu'elles ont l'une et l'autre, elle tombe. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère est une petite femme extrêmement timide, réservée, très sensible, qui est juste victime de son éducation, j'ai envie de dire. Et puis Aurore est absolument pas une caricature, c'est quelqu'un d'hyper sociable, drôle, etc. Et en fait, c'est merveilleux ce qui se passe, c'est juste qu'elles s'entendent bien. Très bien même. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une réelle complicité. Et je me suis dit, voilà, en fait, il est là le secret. C'est juste un moment de leur présenter la personne que j'aime. Pour qu'ils comprennent que j'aime une femme, c'est peut-être qu'ils la rencontrent. Qu'ils voient qu'en fait, il y a un humain derrière, qu'il ne s'agit pas juste, je ne suis pas juste homosexuelle. Je suis amoureuse d'une personne qui existe vraiment. Et donc tout se passe bien, merveilleusement bien. Aurore commence à être invitée régulièrement chez mes parents. Je me sépare plus d'elle, notre relation elle est au top. On décide même d'acheter un appartement toutes les deux alors que ça fait officiellement qu'à peine un peu plus d'1 an on est ensemble.
Et voilà, et j'ai envie de m'engager avec elle. Enfin, c'est elle et puis c'est tout, en fait. Notre relation, elle est hyper fusionnelle, hyper forte. On est incapable de se séparer 24 heures. C'est un enfer dès que... Voilà, en plus, on travaille ensemble. On est jour et nuit ensemble. Et en fait, très vite viennent certains événements de la famille. Dans ma famille, on se marie, très jeune, souvent, très vite. Donc, il y a beaucoup de mariages. En tout cas, à ce moment-là, il y en a beaucoup. Mes cousins, cousines se marient, mes frères et sœurs se marient. Et c'est des grands mariages avec 250 personnes, la belle robe blanche, le prêtre, etc. Et en fait, mon frère se marie et Aurore n'est pas invitée. Alors mon frère et ma belle-sœur, à l'époque, font un mot très gentil à Aurore en lui expliquant, ils s'entendent très bien avec elle, mais voilà, ils lui expliquent tout simplement que c'est pas vraiment eux qui décident complètement, parce que dans ces mariages-là, ce sont souvent les parents qui reçoivent. Évidemment, ils auraient préféré qu'Aurore soit là, mais que c'est un peu tôt pour la famille. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, mes grands-parents, les parents de ma mère, ne sont pas au courant et ne doivent pas l'être. Et c'est d'un commun accord. C'est-à-dire qu'en fait, eux sont vraiment homophobes. Voilà, je pense qu'ils s'en cachent pas du tout. Et il faut absolument pas qu'ils soient au courant parce qu'ils vont nous tomber dessus et que ça va être la catastrophe. Du côté de mon père, je l'annonce petit à petit à mes oncles et tantes. J'ai des réactions plus ou moins bienveillantes, voilà. En tout cas, les gens en apparence font comme si ça posait pas de problème, alors qu'en réalité, je sais que ça en pose à certains. J'ai juste une de mes tantes qui est clairement homophobe et qui me crache sa haine au visage, mais ça me touche pas beaucoup. Et donc voilà, mon frère se marie et Aurore ne peut pas être invitée parce qu'en fait, c'est pas possible. Il y a mes grands-parents, il y a trop de gens qui sont pas au courant, etc. Et là, c'est la première fois que sur cette photo de famille au mariage, j'ai la sensation que quelque chose cloche. C'est-à-dire que mes sœurs sont avec leurs copains ou fiancés de l'époque, mon frère est avec sa femme, et moi je suis toute seule au bout, comme si j'étais célibataire. Et je me dis, mais en fait non, je suis pas célibataire, je suis amoureuse et en couple. Et là, c'est totalement injuste ce qui se passe. Et je souffre énormément de cette situation. Ma plus petite sœur, se marie peu de temps après, et la situation se répète. Et là, je commence vraiment à mal le vivre. C'est-à-dire, je comprends pas du tout le fait que eux puissent accepter Aurore au quotidien, etc., comme vraiment une belle sœur, ils s'entendent hyper bien, voilà. Mais en tout cas, en apparence, c'est pas possible dans notre vie mondaine. Je sais aussi que cette décision, elle vient pas de mes frères et sœurs, elle vient de mes parents et d'un... En fait, on n'aborde même pas trop le sujet, c'est juste un commun accord, il faut pas bousculer, il faut surtout pas mettre le bazar dans la famille. Et j'en souffre de plus en plus et je le supporte plus. Et mes grands-parents, pendant tout ce temps-là, sont pas au courant. Aurore et moi, on décide de se paxer assez vite. Juste à l'époque, pour moi, je me dis, bon, c'est des fiançailles, hein, de toute façon, le mariage va bien passer un jour et je rêve toujours de mon grand mariage avec ma belle robe, etc. Je dis pas adieu à mes rêves de petite fille, mais je me dis, bon, bah, je vais prendre le pax, hein, c'est toujours ça. En 2011, on se paxe avec Aurore, donc pour nous, voilà, en fait c'est une première étape parce qu'on est propriétaire d'un appartement, qu'on a envie de se protéger légalement, et moi j'ai envie de savoir que voilà, si demain il m'arrive quelque chose, tout simplement, tout ça ne parte pas en fumée, et je veux qu'Aurore puisse hériter de ma part, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment juste une décision qu'on prend qui est symbolique, mais en vrai, le jour de notre paxe, j'ai 3 copines qui sont là, on est à la mairie du 18e à Paris, et puis ça dure 4 minutes, quoi. C'est pas une grande fête. Je rêve toujours autant de me marier à ce moment-là. Et très vite, le sujet de la manif pour tous approche. En fait, le mariage pour tous déjà approche, pardon. François Hollande est élu. Et puis, je commence à espérer, à me dire, ah ouais, peut-être qu'on va pouvoir se marier. Peut-être que je vais pouvoir réaliser ce rêve de petite fille. Et en fait, je me dis, bon, bah voilà, le mariage pour tous, ça va être... on va en débattre pendant 2 semaines et puis ce sera terminé, et voilà. Et en fait, je me rends compte que non, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a les manifs pour tous, la manif pour tous qui s'organise. Je me souviens très bien le jour de l'annonce de cette première manif. Je dis, Aurore, écoute, je veux pas être devant la télé toute la journée à regarder ça sur BFM, ça va pas aller. On va aller au cinéma, on va aller s'enfermer toute la journée, je veux pas voir ce qui va se passer. Toute la journée, on s'enferme au cinéma, et je rentre le soir à l'appartement, on allume la télé. Et là, je vois les chiffres, et je vois la foule dans la rue. J'allume mes réseaux sociaux, et là, je vois mon fil Facebook qui est envahi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai, qu'il est envahi, de propos anti-mariage. Et je vois des membres de ma famille, des cousins issus de Germain, etc., des oncles et tantes, qui font des selfies tout sourire au milieu de la manif. Et en fait, c'est un choc immense, parce que pour la première fois, je me sens vraiment rejetée par mon propre nid. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je me dis, mais on s'entend bien. Ça se passe bien, vous aimez bien Aurore, pourquoi vous faites tout ça? C'est tellement violent. Et je ne les comprends pas, et je suis sous le choc, parce que d'un coup, en fait, ma belle histoire avec Aurore, qui était juste une histoire d'amour formidable, comme plein de gens en vivent, mais qui est quelque chose que je trouve absolument merveilleux, et je suis sur un petit nuage, malgré les obstacles avec mes parents, mais je sais que c'est une étape qui est nécessaire. Je suis sur un nuage, mais d'un coup,
il s'agit plus juste d'Aurore et Marie-Clémence, il s'agit d'Aurore et Marie-Clémence comme un couple homosexuel mis dans des statistiques, dans des chiffres, dans une théorie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humains. On parle des homosexuels, des gays, des lesbiennes, et les propos sont d'une violence inouïe, c'est-à-dire que vraiment, j'allume la télé, je vois les débats et je me dis, mais pourquoi on invite ces gens ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse parler ? Et ils sont où, les gens comme moi, les homosexuels ? Pourquoi est-ce qu'ils parlent pas ? Pourquoi ils se défendent pas ? Qu'est-ce qui se passe là ? Et en fait, c'est surtout que ça dure dans les mois et les semaines qui suivent. Je me dis, bon, ok, une manif, je l'encaisse. 2 manifs, 3 manifs. Et en fait, je me rends compte qu'ils se donnent rendez-vous tous les dimanches, que c'est infini, c'est-à-dire qu'il s'écoule quasiment un an, pendant lesquels on encaisse très régulièrement des manifs qui durent. Puis il y a ceux qui vont veiller la nuit, c'est-à-dire que j'ai des cousins qui vont veiller, quoi. Ils vont, comme à l'époque, il y en avait qui étaient au pied des Invalides avec leurs bougies à prier jour et nuit pour pas que la loi passe, quoi. Et ils font partie de ces gens-là. Et en fait, je suis un peu en état de choc, vraiment, à ce moment-là. Je les comprends pas. Et en fait, bizarrement, je les défends auprès de mon entourage. C'est-à-dire que mes copains, Aurore, etc., tout le monde est dégoûté par ces cathos qui donnent une image en plus, mais catastrophique de l'Église catholique. Et moi, je suis la première à les défendre. Je suis là, mais vous savez, c'est l'ignorance. C'est pas des gens méchants. Au contraire, on nous apprend l'amour et la tolérance dans notre religion. Vous inquiétez pas. Enfin, c'est juste qu'ils sont... C'est de la bêtise. Mais en fait, à force de les défendre, j'en oublie que juste c'est extrêmement violent ce qu'ils font. C'est-à-dire que ne pas être d'accord avec une loi, c'est une chose. Mais aller manifester contre le droit de quelqu'un, c'est très violent, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais... Et tous ces gosses-là que je vois manifester, il y a peut-être un qui est gay et qui n'ose pas le dire à ses parents. Et en fait, en ce moment, il est en train de manifester dans la rue, quoi. Il est bien dégoûté et il se dit qu'il va se passer quelques années avant qu'il l'annonce à ses parents. Et je suis triste pour ces gens-là parce que je me dis, mais tous ces secrets de famille, là, vous vous foutez du monde ou quoi ? Enfin, je connais tellement d'homosexuels dans ces familles qui juste le disent pas et qui sont là en train de manifester, mais arrêtez de mentir, arrêtez de donner une image parfaite. Vous n'avez pas plus le droit que moi de fonder une famille. Vous n'êtes pas des parents parfaits. Ces familles parfaites n'existent pas. C'est pas parce que vous êtes habillés en rose et bleu avec des enfants qui sont blonds et blancs que vous êtes parfaits, quoi. Et en plus, ces gens-là, je les vois dans des événements de famille, des mariages, etc. Et ça se passe bien. Parce que j'ai pas envie d'aborder le sujet, je vais pas m'énerver en plein mariage à dire hey, toi je t'ai vu, t'es allé manifester, c'est horrible ce que tu fais. Mais il y a énormément de gêne à ce moment-là. Et je sens qu'il y a une montée vraiment de l'homophobie. Je le sens, les regards sont différents et ils ne viennent pas. Donc si je m'attendais à ce qu'ils réagissent comme ça, c'est-à-dire que je souffre moins des remarques dans la rue de l'homophobie, voilà, des mecs qui crient les gouines, où ça va, un mec ça vous manque pas, enfin... Ça, c'est de la bêtise, c'est débile. Je souffre par contre du rejet de ma propre famille, là. Vraiment, là, j'en souffre profondément. Et ce que vous faites, c'est extrêmement violent. Vous avez beau manifester avec le sourire, c'est bien plus violent que des insultes dans la rue. Et voilà, et donc je vis très mal. Je ressens aussi, voilà, quand, par exemple, avec Aurore, on est invité à des mariages, j'ai le souvenir que certains, ça vient toujours d'hommes d'ailleurs, ils serrent la main à Aurore, quoi. Ils me font la bise, ils serrent la main à Aurore. Je me dis... Plaisanter. Alors, Aurore, elle n'a pas un style, alors, si on peut dire féminin, elle s'habille en pantalon, elle met pas de robe, de talons, de maquillage, mais elle ressemble pas à un mec. On va pas, en tout cas tous ceux qui la connaissent le diront, elle ressemble absolument pas à un homme. Mais il y en a un sur deux qui lui serre la main, qui dit bonjour monsieur, je veux dire mais ou qui nous genre au masculin toutes les deux. Et en fait je me dis ah ouais ok, j'ai compris, j'ai compris le système d'attaque. Et à l'époque je continue d'aller à l'église régulièrement. Et en fait, je commence à entrevoir dans certaines homélies de prêtres des... voilà, c'est le sujet de l'actu, hein, donc tout le monde en parle. Et puis, il commence à y avoir des petites phrases claires sur l'homosexualité, des invitations à aller manifester. Je reçois des tracts à la sortie de l'église, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment, je me dis, ok, là, en fait, il se passe quelque chose de très important pour moi. C'est juste qu'en fait, je vais devenir adulte, là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je me détache de tout ça, que je me détache vraiment de mon milieu, de mon église, de tout ce que je pensais être absolument rose et parfait. Et je vais plus à l'église. Je décide de ne plus y aller. Je me dis, si à un moment je vais être en phase avec moi-même, je vais pas continuer d'aller à la messe parce que je me dis que c'est bien d'y aller et que finalement, au fond, ce sont des gens gentils, si eux me renvoient un message de haine en face. Et voilà, je continue d'y aller 1 fois par an avec mes parents à la messe de Noël ou Pâques. Mais sinon, je me rends plus à l'église et je prie. Par contre, je me considère toujours comme croyante, mais je prie seule chez moi. Il est hors de question que j'appartienne à cette église qui ne veut pas de ce que je suis et qui me ment depuis que je suis toute petite, parce que j'étais persuadée que l'église ne prenait que la tolérance.
Retrouvez dès maintenant la deuxième partie de l'histoire de Marie-Clémence dans un second épisode. À tout de suite!